Est-ce que c'est mal de gagner sa vie avec le féminisme? C'est une question que je me pose personnellement et que je me suis posée pendant pas mal de temps et que je vois souvent posée sur les réseaux sociaux aussi, remise en cause, en question, etc. Et j'ai pas une réponse figée à cette question parce qu'en fait mon point de vue il évolue aussi pas mal avec le temps. Mais du coup, je me suis dit que ça pourrait être sympa d'y réfléchir ensemble, de voir un peu les arguments de chaque côté sur est-ce qu'on est légitime ou pas à gagner de l'argent en utilisant en fait des luttes pour la justice sociale. Parce qu'en vrai, je vais parler du féminisme parce que c'est ce que je connais le mieux, mais on peut remplacer le féminisme par la lutte antiraciste, par la lutte pour les droits des personnes LGBTQ+, l'inclusion, la représentation des personnes handicapées, etc. Bref, on peut remplacer un peu ça avec toutes les luttes. Et du coup, c'est quelque chose qui me questionne. Donc voilà, je vous propose qu'on en parle. Donc déjà, déjà, je suis mal polie, je ne vous ai même pas salué. Donc bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là pour écouter cet épisode. Voilà, comme je vous l'ai expliqué dans le petit épisode qui est sorti dimanche dernier, on va pouvoir se retrouver toutes les semaines. C'est assez fou quand même. Toutes les semaines à partir de maintenant, tous les mercredis en fait, il y aura une semaine sur deux, donc un épisode en solo, comme cet épisode actuellement où je vous parle d'un sujet quelconque, où ce sera des fois des trucs un peu plus légers et tout, et un épisode d'entretien avec un ou une invitée. Voilà, je suis trop contente en vrai, j'espère que vous aussi. En tout cas, donc, pour ce sujet, qu'est-ce qu'il en est? Donc je vous préviens, les épisodes en solo, je fais juste une petite parenthèse, mais c'est pas des épisodes que j'ai écrits en avance, enfin voilà, que j'ai préparé. C'est vraiment juste, je vous parle de ce sujet, ça vient comme ça vient, ça va peut-être être désorganisé, mais l'idée c'est justement que ce soit un format très spontané et voilà, je vous parle comme si vous étiez mes potes. Voilà. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que il y a plusieurs arguments en fait sur ce sujet-là. Et en fait, moi, c'est des choses que je me suis demandé tout au long de ma réflexion pour savoir si j'allais ou pas faire d'Over the Rainbow mon métier. Parce qu'il faut savoir que quand j'ai créé Over the Rainbow il y a un peu plus de 3 ans, l'idée c'était de base de juste faire un podcast, d'interviewer des femmes et tout ça. Mais en fait, pour moi, c'était même pas possible que ça devienne un métier. Et en fait, avec le temps et en suivant d'autres créatrices de contenu féministe, j'ai vu qu'en fait, bah, elles arrivaient à se rémunérer. Donc bon, certes, c'est pas avec le féminisme que tu vas devenir riche, mais voilà, il y en avait qui arrivaient quand même à faire des trucs qui faisaient en sorte qu'elles pouvaient se rémunérer, gagner de l'argent. Et donc petit à petit, je me suis dit, mais en fait, est-ce que moi, je ne gagnerais pas de l'argent aussi? Parce qu'il y a un truc aussi que beaucoup de personnes oublient quand on parle du féminisme et de toutes les luttes pour lesquelles on peut militer, c'est que ça demande un temps de dingue. Vraiment, enfin, en fait, c'est un métier à part entière. Moi, clairement, j'ai toujours fait ça à côté de mes études, mais ça me demandait énormément de temps, du temps de recherche, de veille, de rédaction, de création de visuels, d'interaction avec la communauté, d'écriture de vidéos, de montage, de recherche d'invités pour les podcasts, d'enregistrement, remontage. Enfin bref, en vrai, enfin personnellement, je pense que c'est tout à fait normal que vous n'arriviez pas à évaluer le temps que ça demande parce que moi-même, en fait, quand j'étais à l'extérieur de ce monde-là, je me rendais pas du tout compte du temps que ça prenait en fait. Et c'est vrai que je dis ça, mais même pour la création, le métier de créateur ou créatrice de contenu d'une manière générale, j'avoue que je faisais un peu partie de ces gens qui disaient ouais, c'est quand même un métier facile. Et bien sûr, attention, faut pas dire que les métiers de créateur et créatrice de contenu, c'est des métiers qui sont difficiles, qui font souffrir, qui sont... Enfin voilà, faut pas abuser non plus. Il y a des métiers qui sont hyper physiques et qui sont hyper durs et clairement, celui de créateur, créatrice de contenu, c'est pas le cas. En revanche, ça reste un métier qui demande une expertise, qui demande beaucoup de travail et donc pour lequel on est légitime à être rémunéré. Donc ça déjà, une fois que j'ai compris ça, de me dire: «OK, en fait, je suis légitime à être rémunérée parce que, je travaille énormément, le contenu que je fournis, il est quand même relativement qualitatif. En tout cas, s'il y a des personnes qui me suivent, ça veut dire qu'elles sont satisfaites de ce contenu-là. Maintenant, comment je me rémunère? Ha ha! Parce que ça, c'est pas si simple et en fait, la solution que tu as quand tu es créatrice de contenu,
c'est globalement de faire des partenariats. Mais sauf que ça pose question parce que, bah, pour vous expliquer un petit peu comment ça marche là-dedans, dans ce milieu-là, en fait, il faut démarcher des marques ou les marques te démarchent et elles te rémunèrent pour que, tu vois, tu mettes en avant leurs produits, leurs services, etc. Déjà, je dis rémunérer, mais attention, il y a des marques qui ne veulent pas rémunérer. Mais ça, ça pourrait faire le sujet d'un épisode en entier parce que c'est un vrai sujet, les marques qui se disent éthiques, féministes, etc., mais qui ne veulent pas rémunérer quand tu travailles littéralement pour elles en faisant du contenu. Mais bon, bref, c'est un autre sujet. En tout cas, ça, c'est une manière de se rémunérer, sauf que la problématique, c'est que les marques qui sont éthiques, justement, elles ont beaucoup moins de budget que les autres marques. Et donc, en fait, quand tu veux faire de l'influence éthique et mettre en avant des marques éthiques, écologiques, etc., bah, c'est beaucoup plus dur parce qu'elles ont moins de budget, etc. Voilà, donc déjà, première chose un petit peu complexe, c'est du coup de pouvoir se rémunérer. Parce que du coup, quand tu sais que tu peux te rémunérer, il se pose aussi la question de comment est-ce que les gens de la communauté, donc les personnes qui te suivent, vont le percevoir. Et là, il y a vraiment un gros sujet là-dessus. Parce que je constate que, même d'un point de vue extérieur, en fait, quand je vois, des personnes qui font des collaborations et cetera et que je vois les commentaires, il y a plein de gens qui disent: «Non, mais encore de la pub, oh là là, mais moi je la suis pas pour ça, je me désabonne, ça m'intéresse pas d'avoir de la publicité» et cetera. Bref, il y a vachement ce truc de, en fait, faire des collaborations, c'est mal. Et c'est, en fait, moi, je l'ai vachement intégré pendant longtemps et du coup, je me disais, mais en fait, faut pas que je fasse des partenariats parce que, bah voilà, ma communauté, elle me suit pas comme ça, etc. Et du coup, j'avais un peu un dilemme en moi qui me disait, mon contenu, pour moi, il doit être gratuit, il doit être accessible à tout le monde, parce que, bah voilà, quand on milite, l'objectif, c'est que ce soit accessible à tout le monde. Et moi, c'est vraiment ma mission avec Over the Rainbow, c'est d'avoir vraiment de la pédagogie et d'expliquer toutes ces notions-là à des personnes qui sont pas forcément sensibilisées de base et qui, du coup, vont pouvoir s'intéresser aux luttes féministes et LGBTQ+. Ça, c'est ma mission. Sauf que du coup, si je rends mon contenu payant, parce que du coup, ça c'est une option pour se rémunérer, c'est de rendre son contenu payant, via un Patreon par exemple, ou voilà. Et sauf que là, du coup, je me disais: «Bah ouais, mais non, parce que c'est pas juste. Enfin, en fait, les gens vont pas payer pour voir mon contenu parce que sinon, bah, je vais pas pouvoir éduquer des personnes qui sont pas déjà, convaincues par le sujet». Donc gros problème. Sauf que, du coup, je voyais tous ces trucs de: «Les collaborations, c'est mal, patati patata». Et ça, du coup, c'est vraiment un truc, que vous devez comprendre en tant que consommateur et consommatrice, de contenu sur les réseaux sociaux. C'est que effectivement, c'est un métier et qu'au bout d'un moment, si vous n'êtes pas prêt soit à débourser de votre poche pour avoir accès au contenu, bah ça c'est totalement OK parce que déjà on n'a pas forcément envie et en plus on n'a pas les moyens. Mais du coup, il faut accepter que en contrepartie, bah, la personne elle doit trouver d'autres façons pour se rémunérer et que ces autres façons, bah, c'est principalement des partenariats. Parce que c'est la solution pour que vous ayez accès au contenu gratuitement. Et j'ai l'impression que c'est un peu plus accepté sur YouTube où en fait c'est un peu rentré dans les mœurs que pour chaque vidéo YouTube, il va y avoir globalement un partenariat. Et en fait, on ignore un peu le truc parce qu'on se dit, bon, bah voilà, c'est OK, c'est leur business model. Mais ça, c'est beaucoup moins accepté, j'ai l'impression, dans les milieux militants. Parce que déjà, une fois qu'on a compris ça, déjà, faut se dire que pour beaucoup de personnes qui ne suivent même pas des personnes militantes, mais juste entre guillemets des créateurs, créatrices de contenu lifestyle ou divertissement ou autre, déjà il y a certaines personnes qui ont du mal à accepter ça, le principe qu'il y ait des pubs. Alors qu'en soi, les pubs, il y en a partout dans la vie, c'est pareil, on a accès à la télé gratuitement parce qu'il y a des pubs. Bon, je sais, il n'y a plus beaucoup de monde qui regarde la télé, mais quand même, c'est un fonctionnement qui existe. Donc c'est pareil sur le contenu pour les réseaux. Donc déjà, une fois qu'on a accepté ça, c'est déjà une première étape. Mais ensuite, il se rajoute autre chose. Parce que pour beaucoup de personnes, en fait, que les gens se rémunèrent parce qu'ils font du divertissement, parce qu'ils font du lifestyle, etc., c'est OK. Mais se rémunérer parce qu'on parle de féminisme, etc., là, on touche à un truc un peu plus tabou qui est, est-ce que, en fait, tu peux euh, faire de cette lutte et de cette flamme qui, oula, je m'embarque dans un truc, je sais pas trop comment je vais finir cette phrase, de cette flamme qui t'allume, quoi, enfin, de ce truc qui... Bon, bref, je pense que vous aurez compris l'idée. Mais voilà, de ce truc qui te passionne,
est-ce que tu as le droit d'en faire une manière de te rémunérer? Et là, du coup, on touche à un autre truc qui est que, du coup, on bascule dans ce truc à nouveau de profit, de capitalisme finalement, qui, là, du coup, est ultra tabou dans tous les milieux de lutte féministe, etc. Parce qu'on sait très bien que c'est des systèmes enfin, que le système capitaliste mène à l'exploitation des minorités, des personnes précaires, etc., etc. Et en fait, quand on est féministe, on lutte forcément d'une certaine manière contre ce système capitaliste, même si tout le monde ne le fait pas de la même façon, et ça c'est encore un autre débat, mais bref. Et donc du coup, la question c'est est-ce qu'on a le droit de gagner de l'argent grâce au féminisme en fait, techniquement? C'est ça le truc. Et moi, c'est vraiment ce que je me suis demandé pendant longtemps. Je me suis dit, mais en fait, est-ce que du coup, je capitalise pas sur un truc où je n'ai pas le droit de capitaliser parce que bah, c'est quelque chose de... Je sais pas comment dire, je sais pas comment m'expliquer. En fait, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais je vais vous donner un exemple pour peut-être que ce soit plus parlant. C'est la sensibilisation en établissement scolaire. Si vous me suivez, vous savez sans doute que j'ai été victime de violences conjugales quand j'étais ado, au lycée. Et en fait, bon, j'ai commencé à en parler, blablabli, blablabla, c'est tout un sujet. Mais bref, je me suis retrouvée à un moment à être demandée en fait pour faire des interventions en établissement scolaire, et où là, il s'est posé la question de est-ce que je me fais rémunérer ou pas. Et donc ça, du coup, ça va être un très bon exemple pour illustrer ce truc de est-ce qu'on a le droit de faire de l'argent avec nos luttes et par conséquent, du coup, avec nos traumatismes. Parce que ça, du coup, c'est un sujet qui est, je pense, encore plus tabou. Parce qu'au tout départ, moi, je me suis dit, je vais intervenir gratuitement parce que je ne peux pas faire payer pour ça. Parce que, en fait, dans ma tête, ça revenait à tirer profit de ce que j'ai vécu et du coup à être moins légitime en tant que victime. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc au tout départ, je m'étais dit ça et en fait, je me suis rendu compte avec le temps que bah c'était un métier en fait, enfin que ce que je faisais, c'était pas juste je vais dans une classe pendant 5 minutes et j'explique en bref ce que j'ai vécu, c'était je prépare une intervention construite qui va durer entre 1 heure et 1 h 30, je cherche des chiffres que je mets régulièrement à jour pour commencer par un quiz, ensuite je fais mon témoignage qui est toujours dur émotionnellement, ça fatigue beaucoup, enfin voilà. Je réponds à toutes les questions qu'on me pose, même les plus indiscrètes, etc. Ensuite, je fais toute une partie pédagogique sur le cycle des violences, comment reconnaître les violences, comment aider des personnes qui en ont besoin. Enfin bref, tout ça, c'est une intervention en fait que j'ai construite sur le long terme, qui repose sur des experts, sur mon expertise, sur mon expérience certes, mais aussi tout un savoir que j'ai accumulé et aussi des capacités de pédagogie que j'ai qui font que ces interventions sont efficaces et intéressantes pour les personnes devant qui je les fais. Et du coup, quand je me suis rendu compte de ça et quand je me suis rendu compte d'à quel point j'étais épuisée aussi après une intervention, je me suis dit, mais en fait, c'est pas juste que ce temps-là que je prends, qui me demande déjà, comme on dit si bien, le temps c'est de l'argent. J'aime pas trop cette expression, mais c'est un peu vrai. Bah, ça me prend énormément de temps. Et si je gagne rien et qu'en plus de ça, je m'épuise émotionnellement et physiquement, c'est pas trop rentable, quoi. Et donc, j'ai pris la décision de faire des interventions rémunérées quand l'établissement scolaire a les moyens, mais par contre, de continuer à intervenir bénévolement quand les établissements ne peuvent pas me rémunérer. Comme ça, je trouve que c'est un bon compromis dans le sens où tu peux me payer très bien, comme ça me permet déjà de... C'est déjà gentil parce que ça reconnaît mon travail en fait et la qualité de mon travail. Et en plus de ça, ça me permet de pouvoir investir du temps personnel et complètement bénévole pour le coup pour intervenir dans des établissements qui n'ont pas les moyens. Parce que ce qui compte le plus au final du final, c'est pas que moi je gagne de l'argent, mais c'est que les gens soient sensibilisés. Donc voilà, il y a ce truc en fait qui est un peu tabou. Et il y a aussi ce truc de... euh, du coup, si on demande aux personnes qu'on suit, parce que j'ai déjà vu quand même plusieurs fois ces réactions dans des commentaires ou quoi, ou même de militants qui critiquent d'autres militants, qui disent non mais moi je vais plus suivre telle personne parce qu'elle a fait un partenariat, parce que nanani, parce que nanana, parce qu'elle fait payer ses conférences sur le féminisme ou je ne sais quoi, bref.
Et en fait, je trouve ça super dérangeant parce que faut pas oublier que la personne, si vous la suivez, c'est parce qu'elle a une expertise. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment dévalorisé, je trouve, dans nos milieux militants, parce qu'on a tendance à se dire, en fait, ce que je fais, je le fais pour la cause. Et c'est super de faire les choses pour la cause. N'empêche qu'en commençant par faire justement ces choses pour la cause, bah finalement, si on s'investit énormément, on arrive à accumuler tout un savoir, etc., enfin, plein de compétences et d'expertise qui doivent en fait être valorisées. Donc après, comment est-ce qu'on les valorise? Et ben, il y a certaines personnes qui vont devenir journalistes pour des médias, etc., qui vont bah, pouvoir mettre ça, enfin, en faire un métier d'une certaine façon. Et il y en a d'autres qui choisissent de rester, indépendantes, hem, ou alors, dans la même veine que journaliste, il y a aussi ce truc de, bah, écrire des livres, les vendre et cetera. Sauf que attention, enfin, c'est vraiment très, 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 très difficile de vivre, en étant autrice ou auteur aujourd'hui. Il faut faire des best-sellers et sortir un livre par an pour espérer pouvoir en vivre et encore. Donc vraiment, c'est vraiment pas comme ça qu'on devient, enfin, qu'on peut vivre, sans parler de devenir riche, juste qu'on peut payer nos factures, quoi. Ou alors, bah, il y a des personnes qui choisissent de rester indépendantes et de faire ça un peu dans leur coin et de trouver des manières de monétiser leur travail. Et là, par contre, du coup, on les critique énormément. Sauf que ce qu'il faut bien vous dire, c'est que bah, quand vous suivez quelqu'un, vous la suivez parce que vous aimez la façon qu'elle a de vous apprendre des choses, la façon qu'elle a de vulgariser les choses, la façon qu'elle a de parler de sa vie. Enfin bon, bref, il y a tout un tas de raisons qui font que vous allez suivre telle personne et pas forcément une autre. Et du coup, bah, toutes ces raisons-là, elles sont valides et valables pour que la personne puisse se rémunérer. Parce qu'en fait, sinon, qu'est-ce qui se passe concrètement quand une personne choisit de militer gratuitement, bénévolement, de faire un travail de ouf sans jamais se rémunérer? Bah, ce qui se passe, c'est que ça peut mener à ce qu'on appelle le burn-out militant. En gros, tu pètes un câble parce que bah, ce que tu fais, ça te demande un temps, une énergie de dingue. C'est hyper précaire parce que bah, tu ne gagnes rien et que bah, ça te demande tellement de temps et d'énergie, mais tu gagnes tellement rien que tu es obligé de coupler ça à un autre métier. Sauf que du coup, bah, tu peux pas faire les deux et au bout d'un moment, tu pètes un câble parce qu'en plus, tout ce que tu vois dans le militantisme, c'est dur, quoi, mentalement. Donc si en plus, t'as même pas, t'as pas une stabilité derrière, que tu peux même pas payer tes factures, etc., bah clairement, tu peux péter un câble et du coup, bah, tu arrêtes de militer au final parce que bah, c'était trop dur. Donc ça, c'est un peu le risque en fait qui se passe quand on refuse de se rémunérer avec le militantisme. Bah, c'est d'avoir un burn-out et de finalement plus du tout pouvoir faire ce qu'on aimait et ce qui au final était utile pour d'autres personnes parce qu'en fait on n'a pas pu trouver de modèle économique et que bah on a laissé mourir notre activité militante et voilà. Donc en bref, je pense que je sais pas si enfin je pense que c'est un petit peu décousu ce que je vous ai expliqué mais je pense que vous comprenez quand même l'idée qui est que bah, c'est hyper complexe, je pense pour beaucoup de personnes de comprendre tout ce qu'il y a derrière le militantisme et que des fois ça peut nous mettre mal à l'aise de se dire telle personne, elle gagne de l'argent, avec la lutte et cetera. Mais en même temps, bah, si elle ne peut pas gagner de l'argent, si elle ne fait pas ce partenariat et cetera, bah, elle va juste arrêter de produire et moi j'aurais plus accès à son contenu. Et je sais très bien que, beaucoup d'activistes féministes, etc., on est interchangeables, hein. Je pense que si demain j'arrête de publier, votre monde ne va pas s'arrêter de tourner. Vous allez trouver quelqu'un d'autre qui fait du contenu aussi bien que moi et voilà. Mais n'empêche, peut-être que pour certaines personnes, mon contenu plaît vraiment et est vraiment utile, etc. Et si je le fais plus, bah, ça va leur manquer un peu entre guillemets. J'en sais rien, hein, peut-être que je m'invente vraiment une vie, mais c'est une hypothèse ce que je dis. Bref, tout ça pour dire que je sais que c'est pas un sujet facile et que, encore une fois, pour moi, tout est question de mesure. Parce que tout ce que je vous ai expliqué là, pour moi, ça rend tout à fait légitime le fait de se rémunérer quand on est militant, militante pour quelle cause que ce soit le féminisme, la lutte antiraciste, la lutte pour les personnes en situation de handicap, la lutte pour les personnes LGBTQ+, enfin bref, tout ça, on est légitime en fait à avoir une rémunération parce que, bah, qu'on nous croit ou non, c'est un vrai taf. Moi, je fais
fais le vrai taf d'un média toute seule, je fais le vrai taf d'assaut de sensibilisation toute seule, et du coup, je mérite de pouvoir avoir un minimum de rémunération avec ça. Et après, il y a ce truc de où est la limite. Voilà, après chacun a ses limites, mais par exemple, il y a des personnes, qui commencent, voilà, dans le militantisme et qui après, vont se retrouver à, faire, des, collabs avec, des marques, complètement, à l'opposé de ce qu'elles défendent, ou, se retrouver à faire, des formations un peu bullshit, qui vont capitaliser sur la lutte féministe alors qu'en fait, c'est un peu n'importe quoi ce qu'il y a à l'intérieur. Bref, je pense que vous voyez un peu ce que je veux dire, et après encore une fois, chacun a ses limites d'acceptation, etc. En tout cas, moi je sais là où je ne veux pas aller, mais je ne juge pas pour autant les personnes engagées qui des fois font des partenariats ou des moves que je comprends pas trop, parce que en fait, la réalité du truc, c'est que si tu te lances à fond dans l'activisme, dans le militantisme, dans la cause, etc., au bout d'un moment, tu dois te rémunérer, et c'est quand même difficile de trouver des partenariats, etc. Et donc, si t'as rien et que t'as une marque avec qui t'es pas 100% aligné, mais qui te propose de te rémunérer et que grâce à ça, tu vas pouvoir payer ton loyer, je pense que t'es dans une situation un petit peu complexe. Et du coup, on en vient à moi finalement, qu'est-ce que j'ai décidé? Parce que pendant tout un moment, en fait, je me suis dit, est-ce que je fais d'Over the Rainbow mon seul et unique métier? Est-ce que je veux que ce soit ça, mon activité rémunératrice de tous les jours, etc.? Est-ce que vraiment je me lance à 100% et ça devient mon métier complet? Sauf qu'après 3 ans d'expérience, je me suis rendu compte à quel point c'était dur de se rémunérer. À quel point aussi c'était dur mentalement comme métier. Enfin, faut pas oublier ça, même si encore une fois, c'est pas le bagne, hein, clairement, par rapport à plein de métiers. Ne déformons pas mes propos, mais c'est quand même quelque chose qui te demande beaucoup d'énergie, psychologiquement parlant. C'est dur de lire tout le temps des actus horribles et de trouver un moyen pour les rendre un peu plus accessibles à tout le monde, etc. Enfin bref, c'est quand même pas quelque chose de facile, ça c'est sûr. En tout cas, c'est fatigant. Moi, je sais pas si je ferais ça toute ma vie, je pense pas. Mais du coup, voilà, je me voyais pas forcément, tout mettre alors attendez, c'est quoi l'expression? Heu, j'ai 90 ans, mettre tous mes œufs dans le même panier. Voilà, je me voyais pas faire ça. Parce que je me suis dit: «En fait, j'ai pas envie de me retrouver, à être dans cette situation de: mince, en fait, là, faut que je paye mon loyer, faut que je paye ma bouffe, faut que je paye mon électricité», enfin bref, faut que je vive, quoi, et je n'ai plus d'argent, donc je vais être obligée de faire un truc pas trop éthique. Voilà, moi je voulais pas me retrouver dans cette situation, et encore une fois, aucun jugement de ma part pour les personnes qui s'y retrouvent, parce que chacun fait ce qu'il ou elle peut avec ce qu'il ou elle a. Mais en tout cas, moi, je voulais pas me retrouver dans cette situation. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de ne pas faire d'Over the Rainbow ma seule activité professionnelle, et de la coupler du coup avec l'agence de communication responsable que j'ai co-créée avec mon conjoint. C'est un sujet en soi qui, encore une fois, pareil, pourra faire l'épisode d'un podcast où je vous explique un petit peu ce que c'est et pourquoi j'ai fait ce choix de jongler entre deux métiers finalement, et même un peu plus que ça, parce que ces deux métiers regroupent en fait une multitude de métiers, chacun, chacun de leur côté. Donc c'est un peu un couteau suisse, quoi, on va dire. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai fait ce choix-là d'avoir une activité professionnelle dédiée en tant que cofondatrice gérante d'une agence de communication responsable, d'avoir des clients pour qui je travaille, etc., de ce côté-là, et de pouvoir m'assurer un revenu à peu près plutôt fixe, on va dire, et à côté de me garder du temps, de diviser mon temps pour garder à peu près la moitié du temps pour Over the Rainbow, où là je vais mettre toute mon énergie, toutes mes compétences là-dedans, tout mon amour aussi, tout mon dévouement, enfin bref, tout ce que j'ai, toutes mes tripes dans cette activité qui vraiment me tient à cœur parce que ça a un sens, parce que c'est utile, etc. Et que quand je peux me rémunérer, je le fais parce que c'est essentiel en fait, sinon je ne peux pas passer la moitié de mon temps sur le sujet et ne rien gagner. Mais j'ai pas cette pression de oh mon Dieu, là si j'ai pas de partenariat pendant 3 mois, je vais devoir quitter mon appart, quoi. Voilà, c'est juste ça que je voulais, c'était trouver un juste milieu. Et du coup, voilà, moi là je vous dis ça,
J'en suis au tout départ du lancement de cette double vie en fait après les études de voilà cette balance entre Over the Rainbow et Oduna, mon agence. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais pas y arriver? Est-ce que ça va le faire financièrement? J'en sais rien. Et si ça se trouve, dans un an, je ferai un, un autre podcast où je vous dirai alors pourquoi j'ai lancé ma merch non non responsable, qui n'a rien à voir avec le féminisme, mais qui me permet de vivre, j'en sais rien. Voilà, je ne préfère pas juger le moi du futur. En tout cas, pour l'instant, c'est pas dans mes projets, mais voilà, un petit peu ce que je pense de cette question. Donc en fait, j'ai complètement dérivé et vraiment, je suis pas sûre que ce soit très construit, mais pour résumer ce que je pense de la question, est-ce qu'on peut vivre du féminisme slash toutes les autres luttes sociale, enfin pour la justice sociale, machin, eh bien je pense que oui, on peut en vivre parce que, enfin alors on peut en vivre dans le sens on a le droit d'en vivre, c'est pas facile, mais c'est possible. Et c'est un droit de pouvoir gagner de l'argent avec ces luttes-là, parce que en fait, ça demande une énergie de dingue et des compétences et une expertise de dingue. Et bah, quand on a accumulé tout ça, on est totalement légitime à gagner de l'argent parce qu'en fait, tout simplement, si aucun militant, aucune militante ne gagne sa vie en militant et en sensibilisant, eh ben on va tous arrêter un par un parce qu'on sera épuisé et qu'il faudra qu'on gagne de l'argent autrement. Et du coup, il y aura plus personne qui fera de la sensibilisation. C'est un peu extrême ce que je vous dis, mais c'est pour que vous ayez l'idée en tête. Voilà, en tout cas, ce n'est que mon avis. Encore une fois, pas du tout d'offense aux personnes qui font autrement. Chacun, chacune fait comme il ou elle peut. Moi, en tout cas, c'est le choix que j'ai fait et d'ailleurs, bah, vous le voyez, des fois, je fais quelques partenariats avec des marques et je sais que ça vous plaît pas forcément, mais j'espère qu'avec cet épisode, vous aurez compris aussi pourquoi est-ce que c'est important pour moi de le faire. Et du coup, ce que vous pouvez faire de votre côté, c'est, bah, si les marques ne vous intéressent pas du tout et que, voilà, le partenariat ne vous intéresse pas, que vous n'avez pas envie d'en profiter et tout ça, aucun souci. Par contre, vous pouvez quand même me donner un petit coup de pouce en, par exemple, likant le contenu que j'ai fait pour la marque, en allant vous abonner à la marque. Au pire, vous vous désabonnez dans 3 semaines, c'est pas grave. Mais juste pour montrer en fait que vous avez bien vu l'info, que ça a eu un impact, voilà, en cliquant sur le lien dans ma story quand je parle d'un site internet, etc., en cliquant dessus, bah en fait tout ça c'est des petits indicateurs que moi je vais pouvoir envoyer à la marque qui vont lui faire comprendre que bah, c'est cool de travailler avec moi et du coup elle voudra bien retravailler à nouveau avec moi et me rémunérer. Voilà, donc ça c'est un petit truc pas très compliqué que vous pouvez faire, liker les contenus rémunérés, etc. Enfin voilà, ne pas mettre des œillères et souffler dès que vous voyez la mention collaboration commerciale. Parce que bah, essayez de garder en tête qu'en fait c'est essentiel parce que sinon bah, on ne peut pas vivre tout court en fait de notre travail qui est un vrai travail encore une fois. Et que sinon, si vraiment ça vous saoule trop ce genre de truc-là et que vous voulez me soutenir autrement, bah, vous avez aussi la possibilité de vous abonner à mon Tipeee. Et encore une fois, c'est pas du tout une obligation, mais c'est juste une autre alternative pour les personnes qui n'aiment pas trop les partenariats et tout ça. Bah, si jamais vous pouvez mettre rien que 2 euros par mois dans mon abonnement Tipeee, bah, c'est hyper gentil parce que vous soutenez tout le travail gratuitement, enfin tout le travail que je fournis gratuitement, accessible à tout le monde. Et en plus de ça, moi, je vous envoie des petits bonus en fin de mois, voilà, pour vous faire un petit peu plaisir. Peut-être que je ferai un épisode où je vous présente un peu les contreparties Tipeee si ça vous intéresse. En tout cas, voilà ce que j'en pense. Je serais contente en vrai d'en discuter avec vous, de savoir ce que vous pensez du sujet, de est-ce qu'on est légitime ou pas à se rémunérer bah, par le féminisme et par les différentes luttes pour la justice sociale. Voilà, je serais curieuse. En tout cas, enfin, je pense que vous me connaissez, mais vous savez que chez moi, quand je dis chez moi, c'est avec Over the Rainbow, tout le monde est légitime à avoir sa propre opinion. Donc j'ai aucun jugement. Vous avez le droit de pas du tout être d'accord avec moi. En tout cas,
J'espère que cet épisode vous a plu, vous a intéressé. C'est le premier que j'enregistre comme ça sur ce format. Donc je suis désolée si c'est un petit peu fouillis et que c'est pas incroyable, mais j'espère en tout cas que ça vous a plu quand même. Pour ma part, je suis ultra impatiente de commencer voilà cette nouvelle aventure, d'avoir un épisode par semaine. Enfin franchement, ça va être très cool, je pense en tout cas. Et puis bah, du coup, je vous dis à la semaine prochaine parce que vous allez pouvoir découvrir un super épisode enregistré avec une invitée, un épisode que j'ai adoré vraiment. Enfin, tous mes épisodes d'entretien sont super cette saison, vous allez voir, c'est vraiment incroyable. Mais ça, c'est un épisode que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est pour ça que j'ai choisi de le mettre en premier. Donc j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, je vous dis à mercredi prochain. N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux si vous ne le faites pas déjà. J'ai également un livre qui s'appelle Qui suis-je et que vous pouvez vous procurer si ça vous intéresse. Et bien sûr, du coup, si ce que je vous ai dit a résonné et que vous avez envie de, enfin voilà, que vous avez pris conscience de l'ampleur du travail, etc., et que vous avez envie de me soutenir, bah écoutez, n'hésitez pas à me faire un petit don sur mon Tipeee, soit un truc mensuel récurrent, soit un petit don, voilà, comme ça en one shot. Je ne vous force pas du tout, juste une petite invitation si vous avez envie de le faire, n'hésitez pas. Voilà, en tout cas, je vous embrasse, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. D'ici là, prenez bien soin de vous, prenez bien soin des autres. Bye!